Merci de nous recevoir chez vous, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission Questions d'actualité. Ce numéro est consacré à la 3e réunion du groupe de suivi et de soutien à la transition au Mali, une rencontre à Lomé. S'est tenu donc au Togo, un cadre de discussion mis en place en 2020 à l'initiative de l'Union africaine et en collaboration avec les Nations Unies, la CEDEAO, pour accompagner la transition. Plusieurs membres du gouvernement ont fait le déplacement de Lomé et à cette rencontre, ils ont fait des communications relatives à l'évolution du processus de la transition, les réformes politiques et institutionnelles en cours, les préparatifs des élections générales, les défis sécuritaires, la situation économique, celle humanitaire et la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. Nous détaillerons 4 de ces communications et les questions que l'on se pose déjà et quelle est l'utilité de telles rencontres pour le Mali. Qu'est-ce qui a été proposé à Lomé? Est-ce que c'est un plus à la marche de la transition? Et pour la réponse, nous sommes avec les envoyés de 3 départements. Il s'agit de l'ambassadeur Boubacar Biro Diallo. Il est directeur Afrique du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Monsieur Diallo, bonsoir. Bonsoir, Madame Sirad. Et de Brahima Koulibaly, il est conseiller technique au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Monsieur Koulibaly, bonsoir. Bonsoir. Et de Bamoussa Kone, il est directeur national de la planification du développement, ministère de l'économie et des finances. Monsieur Kone, bonsoir. Bonsoir, Madame Batili. Bienvenue à vous et merci d'être là pour éclairer nos lanternes. On va rappeler que l'ouverture des travaux de cette 3e réunion du groupe de soutien était présidée par le président togolais Faure Gnassingbé et nous ouvrons ce débat par les enjeux de cette rencontre. Je me tourne vers M. Diallo, vous qui êtes du ministère des Affaires étrangères. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale était chef de délégation. Quelle est l'utilité d'une telle rencontre pour le Mali? Merci beaucoup, madame. Je commencerai par dire si le GST n'existait pas, il fallait le créer. Il fallait le créer parce qu'il a été créé à un moment où nous étions en période de transition. Le pays connaissait énormément de difficultés, avait besoin de ses partenaires autour de lui. Donc le GST a été créé dans ce cadre-là, avec comme objectif, comme vous l'avez précisé, de soutenir et d'accompagner la transition dans le cadre de la gestion de ces relations avec les partenaires bilatéraux et multilatéraux. La 3e réunion à Lomé, pour moi, il y avait 3 enjeux majeurs qu'il faut retenir. Premièrement, comment assurer la mobilisation, la coordination et le renforcement des divers soutiens que le Mali a eu pour soutenir la transition. Parce qu'il y avait beaucoup de partenaires autour du Mali, de pays participants, partenaires bilatéraux et multilatéraux bien sûr. Maintenant, ce nombre-là, il faut trouver un moyen, sur la base des promesses faites, comment mobiliser, comment coordonner, comment renforcer les soutiens qu'ils comptent apporter au Mali. Premier enjeu. Deuxième enjeu, c'est de voir auprès de ces partenaires-là, d'évaluer leur disponibilité. Parce qu'une chose est de promettre, une autre c'est de tenir la promesse. Troisième enjeu pour nous, c'est réellement de réaffirmer la détermination des autorités du Mali, de relever aujourd'hui l'ensemble des défis qui se posent, au plan politique, au plan diplomatique, au plan sécuritaire, au plan économique, au plan humanitaire et certainement les avancées dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord. Alors le groupe de suivi, c'est combien de pays, combien de membres? On peut avoir une idée de l'ossature? Pour la réunion de Lomé, sur la base de l'évaluation qui a été faite, il y avait 85 délégations qui étaient présentes, y compris les pays et les organisations sous-régionales et internationales. 85 pays. L'important, c'est sur la base de ce niveau de participation, c'est effectivement de réaliser, contrairement au message qui est véhiculé, que le Mali n'est pas isolé.
D'accord. Alors, M. Koulibaly, on a vu, M. Diallo a un peu rappelé l'utilité de la rencontre pour le Mali aujourd'hui, avec les 3 enjeux. Est-ce qu'on peut avoir une idée du poids que la rencontre a aux yeux de la communauté internationale? Je pense que c'était une rencontre extrêmement importante. Comme vous le savez, il y a eu beaucoup de péripéties avant qu'on arrive à cette 3e réunion. Donc il était important que le Mali puisse aller à la rencontre de ses partenaires, leur exposer la situation intérieure et également s'assurer de leur accompagnement. Comme vous le savez, nous sommes dans un contexte où le pays est confronté à d'énormes défis. C'est vrai que nous avons la responsabilité première de relever nous-mêmes au plan national ces défis, mais comme le ministre des Affaires étrangères l'a rappelé, le Mali n'est pas isolé, nous sommes dans un ensemble. Ce qui affecte négativement le Mali va effectivement se ressentir au niveau des autres pays. Donc il est important qu'on puisse mobiliser nos partenaires autour de ces défis pour voir comment ensemble on peut leur apporter les solutions. Est-ce que vous pensez que la rencontre a été une occasion de mobiliser effectivement ces partenaires-là? Tout à fait. L'ambassadeur Diallo vient de vous le rappeler. Il y a eu à peu près 85 délégations qui étaient présentes à cette rencontre. C'est vous dire un peu quelle est l'importance de cette réunion. Donc, il était important que ces partenaires-là soient au courant de ce qui se passe au Mali et pour qu'ils puissent, en tout cas, en fonction de leur disponibilité, voir comment accompagner notre pays. D'accord. Monsieur Koné, que fait le groupe de soutien à la transition malienne? C'est des grandes annonces qui sont faites et le groupe est là pour le suivi de ces grandes annonces-là. Les grandes annonces, il y en a. En fait, c'est juste que l'État puisse exprimer déjà ce que lui-même il est en train de faire, le gouvernement fait, et par rapport à ça, et montrer aux partenaires qu'est-ce que lui-même il est en train de faire et demander leur soutien, leur appui. Et c'est ce partage d'échange qui est là avec l'ensemble des partenaires qui souvent peuvent faire des annonces pour dire que oui, ils sont prêts à nous accompagner dans pour lever tel défi. Et c'est ce travail qui est fait dans ce groupe de soutien. Et l'État, le gouvernement du Mali vient présenter ses réalisations, ses conclusions sur la base de cette transition qui est faite aujourd'hui et permettre vraiment à ses partenaires de nous appuyer soit financièrement, soit matériellement par rapport à ce que le gouvernement attend et pour nous aider à pouvoir avancer à lever ces défis qui nous sont là aujourd'hui. Donc le suivi se fait à 2 niveaux. D'abord au niveau du gouvernement du Mali qui vient faire des communications sur ce qui se passe et ensuite le suivi se fait au niveau des partenaires et il y a eu un réajustement. Ça se concrétise par quoi? Ça se concrétise généralement par soit des annonces qui peuvent se faire, soit nous dire que oui, ils sont prêts à nous accompagner dans dans les domaines dont nous souhaiterons. Et cela nous amènera effectivement à aller faire peut-être plus tard des évaluations sur ces besoins-là et les soumettre pour une prise en charge ou un accompagnement, mais toujours selon vraiment les directives que l'État souhaite mettre en place. C'est juste un rappel qu'on fait aux partenaires, ce n'est pas un groupe de pression. Non, ce n'est pas un groupe de pression totale, c'est pas un groupe de pression, c'est pas un groupe de pression totale. Et nous sommes là pour se faire la suite. D'accord, vous voulez ajouter quelque chose? Compléter. Oui. En fait, le groupe de suivi de soutien à la transition est co-présidé par l'Union africaine, la CEDEAO et l'Organisation des Nations Unies. Quand vous voyez cette composition, ça vous donne une idée sur l'ampleur de l'appui politique et diplomatique qui peut être fait et le plaidoyer qui va avec. C'est un paramètre à prendre en compte parce que c'est au niveau sous-régional. Le Mali étant membre de la CEDEAO, au niveau régional, au niveau de l'Union africaine et au niveau des Nations Unies. Donc je pense que ces 3 partenaires-là ont un poids diplomatique énorme et c'est un atout pour nous.
Donc le groupe a un poids sur le plan international. Sur le plan international. D'accord. Voilà. Alors nous allons faire à présent le point de 4 des communications faites par les différents départements, notamment les ministères. Ces communications ont permis d'exposer les derniers développements intervenus dans le pays pour un retour à l'ordre constitutionnel dans les délais fixés en accord avec la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. D'abord, les réformes politiques et institutionnelles. Monsieur Diallo, une nouvelle loi électorale, on l'a vu, une nouvelle constitution. Le spécialiste est là, mais j'aimerais vous faire réagir en tout premier lieu d'abord par rapport à toutes ces réformes, la constitution qui est donc en cours de rédaction, le système intégré de gestion des ressources humaines, j'en passe, il y a beaucoup de réformes. Qu'est-ce qui a été détaillé à Lomé en matière de réforme politique? Ce qui a été détaillé à Lomé par le ministre en charge du dossier, la question, c'est déjà de faire la genèse de la crise multidimensionnelle que notre pays a traversée depuis 2012. Parce que l'un des objectifs aussi du groupe de suivi et de soutien à la transition, c'est de donner la bonne information, la vraie information. Donc, cette genèse de la crise depuis 2012, les dysfonctionnements qui l'ont entraîné, la rupture de l'ordre constitutionnel intervenue en 2020 et en 2021, la rectification de la transition et toutes les avancées que vous avez citées ont permis à l'assistant de comprendre la nécessité de ces réformes-là. Parce que ces crises cycliques étaient dues à un certain nombre de problèmes qu'on ne parvenait pas à régler, au plan politique, au plan institutionnel. Et suite à l'organisation de deux scrutins, 2018 et 2020, qui ont connu des contestations. Donc nécessairement, il fallait, sur la base de ces dysfonctionnements-là, essayer d'apporter, dans le cadre de la politique prônée par les nouvelles autorités de la transition, carrément une refondation de l'État malien. Refondation qui prendra en compte les aspirations exprimées par l'ensemble des parties prenantes au processus. Donc il y a énormément de rencontres qui ont eu lieu. Et comme vous l'avez dit, le spécialiste qui a piloté tout ça est là. D'accord. Alors, M. Koulibaly, les réformes politiques et institutionnelles qui ont été présentées à Lomé, qu'est-ce qu'on peut retenir? Ces communications ont été faites par le ministre chargé de la refondation de l'État, puis la ministre déléguée auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et institutionnelles. Comme M. Diallo l'a rappelé, le ministre chargé de la refondation de l'État a fait la genèse de ces problèmes, de ces crises. Ensuite, tout le processus que le gouvernement a mis en place pour conduire ces réformes. Et concrètement, la ministre déléguée auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et institutionnelles a fait le point des différents chantiers de réforme. Parmi ces chantiers, il faut effectivement, vous l'avez dit, noter l'élaboration, la rédaction d'une nouvelle constitution. Le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a mis en place la commission. Et la commission a procédé aux écoutes des forces vives de la nation. Et aujourd'hui, je crois savoir que la commission est en train de rédiger donc, la nouvelle constitution. Ensuite, il y a, comme vous l'avez dit, une nouvelle loi électorale qui a été adoptée et qui crée fondamentalement l'autorité indépendante chargée de la gestion des élections. Et ensuite, il y a d'autres chantiers de réformes qui ont été donc présentés par la ministre déléguée auprès du Premier ministre chargée des réformes politiques et institutionnelles, notamment les lois connexes à la loi constitutionnelle, à la Constitution, la loi sur la Cour constitutionnelle. Il y a eu un débat aujourd'hui sur les attributions. Il y a aujourd'hui un débat sur les attributions de la Cour constitutionnelle. Faut-il vraiment la cantonner sur les aspects contentieux ou faut-il envisager d'autres attributions plus larges? Ces questions sont vraiment récurrentes et donc il y a, les réformes portent également sur vraiment les attributions qu'il faut voir pour la Cour constitutionnelle. Il y a également la loi organique sur l'Assemblée nationale. Il y a la charte des partis politiques. Donc c'est autant de textes fondamentaux dont le processus de relecture va être bientôt enclenché après l'adoption de la Constitution. Il y a également le chantier de la réorganisation territoriale. Comme vous le savez, en 2012,
l'État a créé 19 régions. Toutes ces régions ne sont pas aujourd'hui opérationnelles. Nous sommes un des rares pays à ne pas avoir sa carte administrative à jour. Et donc il y a le processus d'opérationnalisation de ces nouvelles régions qui ont été créées en 2012 qui est également en cours. C'est autant de chantiers qui vraiment ont été exposés par les deux membres du gouvernement à cette réunion. Je pense que les partenaires ont pris une bonne note des avancées qui ont été faites sur ces dossiers. D'accord, il y a un thème qui a été consacré aux préparatifs des élections, mais je vais faire réagir M. Koné. En attendant, on va revenir à vous pour parler de ce thème. Par rapport à la situation économique, tout va de là, hein, M. Koné. On apprend que depuis la crise multidimensionnelle de 2012, notre économie, malgré une certaine résilience et un taux de croissance annuel de 5%, si je ne me trompe, l'économie malienne reste confrontée à beaucoup de difficultés. Quelles sont ces difficultés que vous avez présentées? Merci. Donc, lors de cette rencontre, effectivement, la présentation a été faite par Monsieur le ministre de l'économie et des finances. Les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, effectivement, quand vous regardez sur le plan sécuritaire aujourd'hui, effectivement, avec la situation sécuritaire, nous avons effectivement une économie, une partie du territoire qui aujourd'hui ne produit plus de recettes. Et quand vous regardez, presque sur les 2 tiers. Donc, nous comptons, bon an, mal an, on n'a plus de recettes, notamment avec la situation. Donc, la douane ne peut plus faire de recouvrement, même si elle est présente. Les impôts aussi ont des difficultés par rapport à ces recouvrements. Donc, tous ces chiffres-là font des pressions en réalité. Mais en même temps, il faut qu'on vous voyez tout ce qui est défi, les réformes qui sont là, les situations qui sont là, qui font qu'effectivement, le budget de l'État doit soutenir toutes ces activités et il faut trouver les ressources nécessaires. Donc, c'est pourquoi cette situation d'insécurité a aussi amené effectivement des questions de fraude qui fait qu'effectivement, les frontières étant poreuses, aujourd'hui, nous avons des contrebandes qui rentrent et vous voyez tout ce que les fois que la douane fait aujourd'hui en termes de saisie de marchandises de contrebande, et vous en avez fait beaucoup de cas ces derniers temps, et tout ça là, c'est pour un peu améliorer ces recettes-là, donc c'est ce qui fait des contraintes en réalité, et qui amène, bon an, mal an, effectivement, l'économie arrive à tenir, et nous avons aujourd'hui une production céréalière et agricole qui relance, donc ce qui fait qu'effectivement, le taux de croissance que vous avez affiché, vous venez de rappeler, c'est 5% en moyenne sur la période, et nous avons effectivement ce taux de croissance qui est là, et qui montre encore que l'économie tient malgré ces difficultés au niveau des recouvrements des recettes, au niveau vraiment de cette question sécuritaire. Mais bon an, mal an, nous arrivons effectivement à tenir le bon bout en termes de recettes aujourd'hui. Et une situation économique qui est, on fait le lien avec la situation sécuritaire aujourd'hui. Cette situation sécuritaire se présente comment et comment vous l'avez abordée à Lomé? Non, cette situation sécuritaire a été abordée. Vous voyez, aujourd'hui, il y a une situation de sécurité, de confiance qui revient au niveau des femmes, avec la reprise de tout ce qu'il y a comme effort qui est fait au niveau des opérations, au niveau de ces équipements. Et tout ça là, c'est financé sur le budget national, sans appui partenaire extérieur, non. Tout c'est le budget national qui est en train de prendre tout ceci en charge. Et donc, c'est cette confiance qui se confirme, fait qu'aujourd'hui, on est en train de faire retourner les terres qui sont plus occupées en termes de culture, aujourd'hui sont en train d'être occupées. Et on avons bon an, mal an, même s'il y a quelques attaques sporadiques, mais ça n'a aujourd'hui pas trop d'impact aujourd'hui sur la culture. On est en train de reprendre ces activités économiques et le commerce aussi est en train d'être relancé. Et vous voyez aujourd'hui l'approvisionnement du pays est en train d'être fait dans les normes. Donc nous avons tenu tout ce qui s'est passé. Malgré la crise, il y a eu effectivement ces approvisionnements, il n'y a pas eu de manque, même s'il y a quelques chocs. Ça, ce n'est pas dû uniquement qu'au Mali, mais c'était juste la situation économique, la conjoncture internationale qui a favorisé effectivement cette situation de crise à un moment donné. Mais aujourd'hui, nous avons cette reprise, aujourd'hui, cette confiance est là, les femmes sont en train de reconquérir, donc c'est de conquérir et d'occuper, avancer. Et c'est ce qui s'est fait aujourd'hui. Aujourd'hui, l'armée fait ce travail. Et on les remercie par rapport à tout ce qu'il y a comme soutien. Et la population, les cultures reprennent dans tous les espaces de culture. Et je pense que cette année, on aura une bonne production. Et c'est ce qui est annoncé. Et je pense que ça serait fait aussi
par rapport à ce qui est attendu par rapport à la situation économique. À vous entendre, on pense qu'on peut dire que les signaux commencent à être ouverts. Les signaux sont ouverts effectivement et je pense que tous les éléments ils sont là. La douane aujourd'hui elle prend le terrain, les impôts, la fiscalité, les recettes vraiment sont au top. Et vous voyez aujourd'hui, malgré que les partenaires ne soient pas là, je pense que nous arrivons toujours à prendre en charge tout ce qu'il y a comme des dépenses au niveau plan budgétaire aujourd'hui. Et c'est ces efforts qui sont faits et on doit remercier vraiment les FAMA avec la parce qu'aujourd'hui il y a une coordination entre eux et les services d'assiette et de recouvrement pour pouvoir vraiment renflouer effectivement cette trésorerie dont l'État a surtout besoin aujourd'hui. D'accord. Alors, M. Koulibaly, je reviens à vous par rapport aux préparatifs des élections. Là, on parle de référendum, de l'élection des députés et aussi de l'élection du président de la République. Que devons-nous retenir de cette communication? Effectivement, depuis la fixation de la durée de la transition par son Excellence le président Assimi Goïta, chef de l'État, beaucoup d'actions ont été réalisées dans le cadre des préparatifs des élections. Vous avez dit, le chronogramme des réformes politiques et institutionnelles a été donc élaboré et adopté. Le programme des élections a été élaboré et adopté. Tout ceci après vraiment une concertation avec la classe politique. C'était à l'occasion de la reprise des réunions du cadre de concertation avec la classe politique et la société civile. Ces deux chronogrammes donc, ont été adoptés et publiés après ces rencontres. Il y a également beaucoup d'autres rencontres interministérielles qui ont été donc, organisées pour planifier les activités dans le cadre donc, de ces préparatifs. Il y a eu la mise en place d'une commission de suivi pour l'EGE, l'autorité indépendante de gestion des élections. La loi, comme vous le savez, électorale apporte l'innovation fondamentale qui est la création d'une autorité indépendante de gestion des élections, comme cela avait été demandé depuis fort longtemps par la classe politique. Donc la loi électorale consacre cette autorité et le ministre de l'administration territoriale a pris une décision pour créer une commission qui va se charger de suivre la mise en place de cette autorité. Et nous sommes à quel stade par rapport à l'EGE? À l'EGE, nous sommes au stade de la désignation des représentants au collège de l'autorité. Comme vous le savez, l'autorité est composée de 15 membres, des membres qui représentent les pouvoirs publics, qui sont désignés par les autorités de l'État. Ensuite, il y a les membres qui représentent la classe politique, qui sont 4, et ces membres sont désignés suivant les modalités qui sont fixées par la classe politique, et puis les membres qui représentent les organisations de la société civile. Nous sommes dans le processus donc, de désignation des membres de la classe politique et de la société civile. Il y a eu un tirage au sort, et donc les personnes qui devront normalement représenter ces organisations et ces partis politiques au collège de l'EGE ont été tirés au sort. Le processus donc continue et bientôt je pense qu'il sera bouclé et dès que le collège va être installé, donc la mise en place des démembrements de l'autorité va suivre. Parce que l'autorité est composée au niveau central du collège de l'EGE, qui est l'organe délibérant, ensuite le bureau, et ensuite il y a aussi au niveau régional, local et communal les démembrements, c'est-à-dire les coordinations de l'autorité. Donc après la mise en place du collège, va suivre le processus de mise en place des démembrements au niveau régional et local. D'accord. Alors, M. Diallo, il y a eu une communication aussi sur la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. Pouvez-vous nous la rappeler en quelques minutes, quelques secondes, je dirais? Effectivement, la présentation a été faite par le ministre chargé de la réconciliation, de la paix et de la cohésion nationale chargé de la colonel major Ismaël Ouagué. En fait, son intervention s'est apaisantie sur un certain nombre de points. Premièrement, les défis sécuritaires. Il a brossé l'évolution de la situation sécuritaire dans notre pays aujourd'hui.
Ensuite, il a parlé malheureusement de la persistance des attaques qui continuent. Et puis, il a abordé la nécessité aujourd'hui de réorientation stratégique de l'architecture sécuritaire fondée sur une réforme du secteur de la sécurité. Concernant la mise en œuvre même de l'accord, donc il y a les différents segments qui sont prévus dans le cadre de l'accord, notamment les questions politiques et institutionnelles. Donc le ministre, dans son intervention, a énuméré les différentes dispositions qui sont en cours pour la prise en charge des réformes politiques constitutionnelles liées à l'accord à travers la commission indépendante pour les recommandations des ANR. Il a parlé du projet de loi portant création de la police territoriale qui a été déposé au niveau du CNT. Malheureusement, faute de consensus, ça a été renvoyé pour une large consultation encore. Concernant les questions de défense et de sécurité, il a évoqué la dernière réunion du niveau de décision qui s'est tenue du 1er au 5 et qui a abouti à de fortes décisions, des décisions majeures qui prévoient l'intégration de 26 000 ex-combattants en 2 tranches. 13 000 pour la première phase et puis 13 000 autres sur 2 ans. Voilà, en gros, c'est vraiment la quintessence de son intervention par rapport au GST. D'accord. Alors, en tout cas, cette réunion a permis aux représentants du gouvernement de clarifier les positions et principes du Mali, notamment la détermination des autorités de la transition à inscrire l'action publique dans le strict respect des principes clés, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques opérés par le Mali et la défense des intérêts vitaux du peuple malien. Un changement de logiciel pour reprendre les mots du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, que je vous propose d'écouter ici. Le premier principe, c'est de comprendre que personne n'aime le Mali mieux que les Maliens. Et personne ne connaît les problèmes du Mali mieux que les Maliens. Et personne n'a une meilleure solution aux problèmes du Mali mieux que les Maliens. Ça ne veut pas dire que les Maliens sont arrogants, mais ça veut dire seulement que les autres qui viennent nous aider doivent prendre le temps de parler avec nous, de nous comprendre et d'identifier la meilleure manière de pouvoir contribuer à une solution. Donc je crois que ça me semble être important. Il est important aussi de retenir que tout ce qui se fera au Mali doit se faire avec le Malien, en accord avec les Maliens, avec la contribution des Maliens, et nous n'accepterons rien qui puisse se faire sans les Maliens ou contre les Maliens. Je crois que ça me semble être aussi une donnée importante qu'il faut retenir. Et dans le cadre de nos rapports aussi avec nos partenaires, il est important de comprendre que le Mali nouveau n'acceptera pas aussi qu'on puisse nous imposer des agendas, qu'on puisse nous imposer notre propre agenda, nos priorités, qu'on puisse nous imposer des dictats. Naturellement, cela va avec un prix à payer. Et ce qui est nouveau au Mali, c'est que notre pays, notre gouvernement est désormais prêt à dire non quand nous estimons que l'aide ou l'assistance ou le partenariat qui nous sont proposés ne sont pas en ligne avec notre propre vision du Mali. Et je crois qu'il est important qu'on le comprenne parce que pendant longtemps, on a remarqué que pratiquement le Mali accompagnait les partenaires au Mali. Maintenant, je crois que nous voudrions que le logiciel change pour que les partenaires comprennent que c'est le Mali qui sera dans le lead avec le prix que cela nécessite à payer, mais que ceux qui veulent travailler dans le cadre de cette vision et de ces principes sont les bienvenus. Voilà, des propos recueillis par nos envoyés spéciaux à Lomé, Nyanya Alou Traoré et Adama Kamara. Monsieur Diallo, la diplomatie malienne se refond-elle? Bien sûr, madame, bien sûr, parce que vous savez, nous sommes dans un contexte nouveau. Aujourd'hui, on parle de Mali Croix. Depuis mai 2021, il y a une nouvelle vision. Il y a un nouveau leadership incarné par son Excellence, le colonel Assimi Goïta. Il y a de nouvelles orientations stratégiques qui ont été définies. Le chef de l'État étant le premier responsable de la diplomatie, il est de bonne loi que l'outil diplomatique suive les orientations définies par lui. En fait, pour être simple, aujourd'hui,
ce qui est important de retenir, c'est l'appropriation du destin Mali par les Maliens. Parce que longtemps, les autres parlaient à notre nom, décidaient à notre nom, agissaient à notre nom, et les nouvelles autorités ont décidé justement de mettre fin à ces pratiques-là. Et c'est ce que vous appelez changement de logiciel? Changement de logiciel, justement. Parce que, vous savez, il y a tellement d'exemples de la crise de 2012 à aujourd'hui, de comportement, de réaction de certains partenaires, de traitement, souvent de choix qui sont faits au nom du Mali, mais qui ne respectent pas les intérêts vitaux du Mali. Donc il était temps aujourd'hui de revoir tout ça, d'analyser et de réorienter la diplomatie malienne dans le sens de la défense des intérêts vitaux de la population. Et cette impulsion, elle est donnée par le premier responsable de la diplomatie, qui est le colonel Assimi Goïta, instruit et exécuté au niveau du ministère des Affaires étrangères par l'ensemble des diplomates que nous sommes. D'accord. Alors, M. Koné, vous étiez à Lomé, vous avez participé aux travaux. Comment ce message a été accueilli? Ce message, il a été accueilli par l'ensemble de la communauté favorablement. Parce qu'effectivement, comme M. Diallo vient de le dire, il faut quand vous regardez auparavant, c'est les partenaires qui imposaient leurs lois, même en termes d'appui et situation économique. C'est eux qui disaient oui, nous venons avec notre ressource et voilà là où vous devez le mettre et où vous devrez le mettre. Si ce n'est pas le cas, nous retournons avec notre sou. Ce n'est pas peut-être la préoccupation de la population, ce n'est pas les besoins que la population exprime. Aujourd'hui, il faut que tout ce que les partenaires vont faire dans le pays soit vraiment des priorités que l'État malien même a décidé de le faire, et le partenaire doit venir avec ses ressources ou avec son appui technique et assistance technique dans le cadre pour l'appuyer et non pas pour faire la mise en œuvre. Et nous devrons faire le choix que si vous nous venez pour nous aider, il faudrait que cette aide soit destinée à un besoin que le pays, le peuple a décidé, et c'est ce choix qui est aujourd'hui fait. Aujourd'hui, nous ne voulons pas avoir un développement déséquilibré et un appui, parce que tout ce qui est comme favorable qui a amené cette situation de crise, c'est qu'il y a une situation de déséquilibre, qui s'est passé entre les différentes zones et qui amène une situation de tension. Aujourd'hui, il faut que l'État même décide, effectivement, oui, je vais faire telle action et tel partenaire, si vous venez me soutenir, venez, voilà ce que vous pouvez faire et voilà à quoi je vais utiliser votre argent. Si vous n'êtes pas d'accord avec cet appui, je pense que bien, effectivement, c'est ce logiciel qui demande d'être revu dans le cadre vraiment de cet appui avec les partenaires. Et je pense que les partenaires ont bel et bien l'appris, et ça a été répété à maintes reprises chaque fois qu'il y a une intervention. Je pense que c'est ce que les partenaires ont dû implémenter, et c'est ce qui va être implémenté plus tard, dorénavant. Et je pense que même nous devons suivre la diplomatie économique. D'accord. Monsieur Koulibaly, comment vous avez trouvé la réaction des partenaires à Lomé? Moi, je pense que l'essentiel a été dit par mes deux collègues. Moi, je voulais tout simplement ajouter que cela s'inscrit dans le cadre vraiment strict du droit international, le respect de la souveraineté des États. Tout ce que nous avons entendu de la part du ministre des Affaires étrangères s'inscrit strictement dans le cadre du respect du droit international. Un État souverain devrait normalement avoir la capacité d'agir et de décider pour lui-même. Ce n'est pas les autres qui peuvent venir décider à sa place. Et je pense que les partenaires l'ont compris. Et je pense que désormais, toutes les actions, en tout cas, qui vont être initiées par les autorités du Mali, que ce soit sous cette transition ou plus tard, ces actions devront nécessairement s'inscrire dans la continuité du respect de ce principe de la souveraineté des États sur la scène internationale. D'accord. Alors, M. Diallo, quelles sont nos relations actuelles avec la communauté internationale? On nous accuse d'être isolés. Je ne pense pas. Je crois qu'il y a une nette amélioration depuis un certain temps suite aux initiatives qui ont été prises. Je pense qu'avec la levée des sanctions de la CEDEAO, il y a une nette amélioration de nos rapports avec nos partenaires.
Nous sommes inscrits aujourd'hui dans une dynamique positive, avec une disponibilité de discuter avec l'ensemble des partenaires, de nouer les partenaires avec tous ceux qui souhaiteraient, mais sur la base du respect des 3 principes qui ont été édictés. Je crois que c'est les principes qui dérangent malheureusement, mais aujourd'hui la diplomatie malienne s'inscrit dans ce cadre-là. Le Mali reste ouvert. La preuve, à Lomé, il y avait 85 délégations. Donc il ne faut pas toujours prendre en compte... Ça voudrait dire qu'on est en train de revenir sur le plan international? De plus en plus. De plus en plus, et il y a un plaidoyer qui va dans le sens même du réexamen de la levée des sanctions au niveau des instances délibérantes de l'Union africaine et de la CEDEAO. Voilà. Nous pensons que ce plaidoyer-là portera fruit et que le Mali retrouvera toute sa place, rien que sa place dans le concert des nations. D'accord. C'est un partenariat qui se diversifie. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui sont accueillis aujourd'hui? Est-ce que vous êtes à l'attente d'autres nations? Bien sûr. Vous savez, on s'est inscrit dans une politique de diversification de nos partenariats, sortir un peu du carcan habituel et voir en fonction de nos intérêts avec quel partenaire il faut nouer des relations de coopération. Donc ce travail-là est en cours et je pense qu'il y a beaucoup de disponibilités qui ont été exprimées à Lomé et il nous faudra les apprécier à l'aune de nos intérêts et voir quelle suite donner à ces différentes promesses-là. D'accord. Alors, il y a le retour, M. Koné, du FMI et de la Banque mondiale aujourd'hui. Ce partenariat se renouvelle et se concrétise sur quoi? Merci. Je pense que nous avons effectivement, avec la levée des sanctions qui ont été annoncées par la communauté internationale, déjà, nous avons pris le dialogue langue avec le Fonds monétaire international, qui a déjà fait une première rencontre avec le département, et sur lesquelles les conclusions ont été vraiment bonnes. Et il y a un retour qui va être fait. Et il y aura certainement des négociations dans les mois à venir, dans les jours à venir. Je pense qu'il y a une autre mission qui va être ouverte dans peu de temps. Et ensuite, avec la Banque mondiale, toutes les reprises ont été faites, les levées des sanctions en fait. Et aujourd'hui, tous les financements, tous les projets sont en train de reprendre activité aujourd'hui. Et je pense à Lomé aussi, il y a des partenaires qui étaient là-bas, bilatéraux comme multilatéraux, qui ont fait des déclarations de retour. Je pense qu'en tout cas, le challenge est repris et ces partenaires seront là pour prendre en charge effectivement tout ce qui est comme appui et qui nous demanderont. En tout cas, les principaux, le cadre macro va être déjà discuté avec le FMI dans les jours à venir et cette reprise va nous permettre d'avoir vraiment tout ce qu'il y a comme appui certainement que nous demanderons et qui vont être prises en charge. Est-ce qu'il y a déjà des grandes actions qui ont déjà commencé, qu'on peut noter? Bon, je n'en pas certainement quelques détails ici, parce que je n'ai pas la voie la plus appropriée pour faire ces annonces. En tout cas, il y en a plusieurs, et ces éléments sont vraiment pris. Et juste ce que je peux juste dire, c'est pourquoi j'ai parlé de cette reprise des discussions déjà avec la Banque mondiale et les Fonds monétaires internationaux et les autres partenaires bilatéraux. Et je pense que même dans les jours à venir, vous aurez effectivement des revues de portefeuille qui vont se faire pour activer les projets, voir les difficultés que ces programmes ont et comment les relancer et trouver les voies et moyens pour pouvoir sortir de la crise et qui ont été affectés par rapport à cette suspension dont le pays a souffert pendant ces 6 mois. Merci. Alors, M. Koulibaly, ces partenaires sont importants aussi dans le processus d'organisation des élections générales, du début jusqu'à la fin par rapport au suivi et tout. Et quelle est la place de ces partenaires-là? Est-ce que vous avez déjà renoué avec eux? Tout à fait. Les partenaires nous ont tous tout le temps accompagnés à l'occasion des processus électoraux. Nous travaillons avec eux et nous allons continuer à travailler avec eux. Ils ont manifesté leur volonté de continuer à appuyer le Mali dans l'organisation des élections, que ce soit sur le plan technique, que ce soit sur le plan logistique et aussi bien sur le plan financier. Donc nous, en tout cas, nous réjouissons de ce soutien que les partenaires ont affirmé
au processus électoral à l'occasion de cette 3e réunion du GST. D'accord. On va parler des réactions. On avait commencé déjà à parler de ces réactions-là par rapport à l'intervention du ministre Diop. Parler de réactions, d'annonces de façon générale. Comment le groupe de soutien a réagi, M. Diallo, de façon générale à vos différentes communications? Je pense positivement. Positivement parce que je me réfère aux différentes motions de soutien, d'encouragement et surtout d'accompagnement. Les partenaires bilatéraux, les partenaires multilatéraux ont été sensibles au message qui a été délivré par le Mali sur place, parce que sur la base de la bonne information, ils ont pu mesurer les progrès qui ont été réalisés dans le cadre du processus de transition aujourd'hui. Ils savent vers quel objectif le Mali se dirige et ils ont mesuré aussi qu'il y a déjà cette volonté de prendre en charge autant que faire se peut tout ce qui est engagement, et l'appui des partenaires ne sera là que pour compléter. Donc je pense que ça facilite un peu le futur de la coopération qu'on aura avec ces partenaires-là. Donc globalement, je pense qu'il y a une réaction positive, il y a une disponibilité à accompagner le Mali. À la fin de la réunion, je pense que le Mali a proposé la mise en place d'une commission de suivi qui permettra justement d'apprécier et de voir dans le cadre de la mobilisation et de la coordination à faire comment assurer un suivi diligent de l'ensemble de ces promesses-là ou de ces engagements. D'accord. Monsieur Kone, globalement, vraiment, le sentiment est positif dans l'ensemble. D'accord. Monsieur Kone, après avoir présenté votre communication, vous avez eu quel sentiment vis-à-vis de ces partenaires-là? Oui, je pense qu'ils ont été surpris des résultats en réalité et du progrès que le Mali a fait, malgré qu'il ne soit pas présent totalement. Et ces progrès, il faut les rappeler aussi, il voit de la volonté politique et aussi de l'engagement de tout un Malien et par rapport à ces résultats qui ont été obtenus. Et les partenaires sont vraiment satisfaits, et surtout sur le plan économique et surtout sur l'appui en termes de questions sécuritaires, l'effort qui a été fait. Et ça, je pense que ça a été une bonne communication et les partenaires ont vraiment apprécié ces communications. Et il n'y a eu que des soutiens en réalité et des motions de soutien total. Et même nous accompagner, nous encourager à continuer dans ces efforts. Et c'est ce qui a conduit effectivement à la proposition de créer un groupe de suivi et par rapport aux recommandations, par rapport à cela. Et je pense que lors de la prochaine réunion, ces recommandations qui ont été formulées, et je pense que les gens, nos partenaires vont être vraiment surpris des avancées qui vont être faites et des progrès qui ont été réalisés. Nous serons au-delà de cela. Merci. Monsieur Koulibaly, un mot par rapport à ces partenaires à qui vous faisiez face? Ils l'ont dit. Certains ont vraiment même utilisé le terme, l'expression impressionné. Ils ont été impressionnés malgré le contexte difficile, la situation sécuritaire, les sanctions auxquelles le pays faisait face, qu'on ait pu réaliser ces progrès. C'est dire que le travail qui a été fait a été vraiment apprécié au plan de la gestion de la sécurité, au plan de la conduite des réformes politiques et institutionnelles, au plan des préparatifs des élections et surtout au plan de la résilience des populations dans ce contexte très très difficile avec vraiment toutes les stratégies que l'État a pu développer. J'avoue qu'ils ont dit qu'ils ont été impressionnés. Nous pensons qu'effectivement, il y avait de quoi être impressionné. En tout cas, on va rappeler deux réactions ici. Selon El Gassim Ouane, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali, la rencontre de Lomé intervient dans un contexte marqué par des avancées significatives dans la conduite de la transition au Mali et la dynamique a besoin d'être appuyée. Les défis qui restent à relever sont tous à la fois complexes et immenses malgré les efforts indéniables du gouvernement malien. Rupert Doucet, le ministre togolais
Congolais des Affaires étrangères, dont le pays est membre du groupe de soutien à la transition au Mali, appelle à la solidarité pour contrer l'avancée du terrorisme dans la sous-région ouest africaine. Monsieur Diallo, on peut dire que le déplacement vers Lomé a été utile? Utile et nécessaire. Utile et nécessaire parce qu'on avait besoin de renouer le contact avec la communauté internationale, d'essayer de pacifier. Parce qu'à un moment, je crois que c'est des relations qui ont été marquées par beaucoup d'incompréhension, beaucoup de tensions. Lomé a permis de désamorcer un peu et de faire baisser les tensions. Voilà. D'accord. Alors, en matière de relance économique, aujourd'hui, M. Kone, qu'est-ce qui a retenu votre attention? Est-ce qu'il y a eu des annonces au niveau de Lomé, puisqu'on dit que c'est une rencontre de grandes annonces? Oui, les annonces, elles sont des soutiens. Ce sont les annonces surtout qui sont là. Et en termes dans certains domaines, effectivement, qui sont économiques ou qui soient effectivement des réformes institutionnelles, il y a eu des partenaires qui se sont positionnés pour dire qu'ils sont prêts à nous accompagner dans le cadre de la mise en œuvre de ces réformes. Et je pense qu'autour d'ici maintenant, nous allons effectivement travailler par rapport aux documents ou au soutien que nous souhaiterons et les soumettre. Le soutien se manifeste par quoi? C'est verbal? Non, ce n'est pas verbal, il va être concrétisé par des accords. Et l'État va effectivement soumettre des requêtes de financement. En termes d'appui, on va élaborer des documents permettant vraiment de pouvoir soutenir qu'est-ce que nous voulons précisément. Et si effectivement nous allons prendre en négociation avec eux pour pouvoir vraiment formaliser tout cela dans un accord de financement ou dans un accord de partenariat gagnant-gagnant, et pour nous permettre effectivement de pouvoir faire la mise en œuvre de ces annonces qui ont été faites. Parce qu'il faut les concrétiser verbalement avec des documents précis et vraiment qui pourront être mis en œuvre au profit de l'État. D'accord. Monsieur Koulibaly, quel est le soutien que vous avez noté au niveau de l'administration territoriale? Oui, je crois que les partenaires ont été très clairs. Je dois dire que c'était important, comme Diallo l'a rappelé, qu'il y ait cette réunion, puisque, vous savez, les partenaires souvent ils se suivent, l'Union africaine et la CEDEAO étant des passages souvent obligés de ces partenaires. Dès qu'ils donnent le temps, je pense que les autres suivent. Et à l'occasion de cette réunion, l'Union africaine et la CEDEAO ont clairement appelé la communauté internationale vraiment à soutenir le processus de transition au Mali, au vu des progrès qui ont été réalisés. Ils ont tous manifesté leur volonté de nous accompagner dans le processus électoral pour vraiment organiser des élections crédibles, justes et transparentes afin qu'on puisse définitivement tourner le dos à ces crises électorales cycliques que nous avons l'habitude de connaître à l'occasion des processus électoraux. Je pense que nous avons noté ces soutiens, ça nous paraît important. Et sur le plan sécuritaire, M. Diallo, on peut noter quoi comme soutien majeur? Disons que le plus important, c'est déjà l'émergence de cette notion de sécurité collective que moi j'ai salué personnellement. Parce qu'à Lomé, on s'est rendu compte que ce qui arrive au Mali, ce qui affecte le Mali, affecte l'ensemble de ses voisins et l'ensemble de la sous-région. À un moment, je pense que ce n'était pas la lecture que les uns et les autres avaient. Vous avez senti ces voisins impliqués? Bien sûr, bien sûr. Donc, moi, je pense que, le ministre des Affaires étrangères, même du Togo, l'a clairement dit, avec les récentes attaques dans une région, les savanes du Togo, aujourd'hui, je crois qu'il y a une prise de conscience de cette communauté de destin qu'il faut bâtir. La situation qui prévaut au Mali impacte nécessairement la paix et la sécurité dans la sous-région. Ce facteur-là, je pense, est déjà un grand pas dans le sens de la conjugaison des efforts pour aller dans le cadre de la stabilisation de la sous-région.
En tout cas, en conclusion, on va terminer sur ça. Il ne nous reste pas assez de temps. De façon générale, on apprend que le Mali a été félicité pour les progrès réalisés. Vous l'avez même rappelé ici, par la transition. Les participants ont condamné les attaques terroristes et lancé un appel à la mobilisation des partenaires techniques et financiers pour un appui à la mise en œuvre du plan d'action du gouvernement de transition. En termes de recommandations, M. Diallo, qu'est-ce qu'on peut retenir de Lomé? Ce qu'on peut retenir de Lomé, c'est déjà l'assurance de l'appui de la communauté internationale, de soutenir et d'accompagner le Mali. Deuxièmement, c'est l'assurance de la disponibilité pour les plaidoyers de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations unies pour nous accompagner dans ce processus-là. Ce qu'on peut espérer, c'est déjà le réexamen de la levée des mesures de suspension. Nous essaierons de suivre au fur et à mesure, d'être un peu plus proactifs, de prendre des initiatives pour aller dans le sens de la levée de ces sanctions-là. Ce qui est à retenir, c'est toutes ces promesses-là qui ont été faites par l'ensemble des partenaires bilatéraux et multilatéraux, certains engagements qui ont été faits, comme je l'ai dit, et qui seront pris en charge dans le cadre d'une commission de suivi qui permettra, en fonction des partenaires, de voir, dans le cadre de la matérialisation, qui est prêt à faire quoi pour le Mali. Donc je pense que nous sommes dans une dynamique positive qui est à maintenir, qui est à encourager. Et je rappelle qu'il y avait une grosse équipe à Lomé, composée de 5 ministres déjà, pour vous donner l'importance que les autres même accordent à cette réunion. Il y avait l'ensemble, une grande partie quand même des ministères sectoriels, appuyés par 3 ambassades du Mali, Abuja, Accra et Addis Abeba, plus la communauté. Je pense que c'est une grosse équipe qui a participé à ces travaux-là et qui, en conjuguant leurs efforts, ont permis d'atteindre ces résultats. D'accord. En termes de recommandations, toujours, M. Koné, qu'est-ce qu'on peut noter? On peut noter effectivement ici que les partenaires sont aussi d'accord, sont prêts aussi à revenir en termes d'appui, que ce soit vraiment financier, puis que ce soit matériel, et tout comme la demande de soutien qu'on a eu à formuler. Et aujourd'hui, là, ils sont prêts aussi à nous aider dans les questions humanitaires, et surtout qu'il y a un grand défi aujourd'hui avec les attaques des déplacés. Si je pense que la CEDEAO même elle est prête aussi à nous soutenir par rapport à les actions qu'ils vont financer. Et tout ceci, c'est pour vous dire qu'effectivement, les communications qui ont été portées là-bas ont porté fruit. Et les partenaires sont vraiment aujourd'hui dans de bonnes dispositions pour effectivement revenir dans le giron de la gestion du pays, pour nous appuyer dans le cadre de tout ce qu'il y a comme action et défis que la transition aujourd'hui s'est donnée comme orientation à lever d'ici les chances qui a été accordée, qui a été donnée par le président de la République. Merci. D'accord. Monsieur Coulibaly, quelles sont ces autres recommandations qui ne ressortent pas forcément dans les interventions de vos co-débatteurs? J'ai quand même retenu un aspect fondamental, c'est l'affirmation désormais du leadership africain sur vraiment la gestion des problèmes africains. L'Afrique est le premier responsable de son destin. C'est tout à fait normal que les autres puissent vraiment nous suivre en fonction de nos priorités, et de nos besoins et de notre vision. C'est un point extrêmement important que nous avons pu relever à l'occasion de cette 3e réunion du GST. D'accord. Alors, M. Diallo, on a appris que le Mali a fait une requête à la CEDEAO. C'est laquelle par rapport à la levée des sanctions? Bon, vous savez, c'est un plaidoyer qui est toujours en cours. Pour le moment, ils ont levé certaines sanctions. Il y a des sanctions qui restent. Les initiatives diplomatiques vont se poursuivre, tant au niveau de la CEDEAO que de l'Union africaine, pour aller dans le sens de la levée de toutes les sanctions. Je pense que le ministre a insisté là-dessus auprès de l'ensemble des partenaires qui étaient avec nous à Lomé. Et le plaidoyer a été entendu. Nous osons espérer que dans un avenir proche, ce ne sera qu'un mauvais souvenir. D'accord. Alors, la prochaine rencontre, ça c'est
courant 2023, premier trimestre 2023. Ça se passe ici à Bamako? Ça se passe à Bamako. D'accord. Avec les mêmes enjeux? Avec les mêmes enjeux, peut-être actualisés. Parce que, vous savez, les relations internationales vont très vite. Voilà. Au moment opportun, on va réunir l'ensemble des départements ministériels, réunir l'ensemble des partenaires pour voir, en fonction des réalités qui prévalent, quels sont les besoins réels du Mali, quelles sont les priorités, et sur la base de la définition de ces besoins et de ces priorités, on va arrêter un ordre du jour et tenir les travaux de la 4e session. D'accord, un dernier tour de table pour boucler. Comment vous revenez de Lomé? Optimiste? Optimiste et satisfait. Satisfait parce que nous sommes partis dans un contexte certes difficile, mais qui a enregistré une évolution. Nous sommes inscrits dorénavant dans une dynamique positive avec l'ensemble de nos partenaires, disposés à échanger, à coopérer avec tous ceux qui souhaiteraient, mais sur la base des orientations fixées par les hautes autorités. Donc je pense que ce message-là, il faudra le renouveler sans cesse. Et l'ensemble des partenaires l'ont compris. Le Mali n'est pas seul, le Mali n'est pas isolé, le Mali est prêt à coopérer avec tous ceux qui souhaiteraient, mais sur la base de la définition de ses priorités, sur la base du respect de sa souveraineté et sur la base du respect de ses orientations stratégiques. D'accord. Monsieur Koné, vous revenez armé de Lomé? Je suis revenu vraiment armé et je pense que ça a été une bonne rencontre, une très belle rencontre parce qu'il le fallait. Il fallait aujourd'hui qu'on s'exprime sur ce plan international et dire qu'est-ce qu'il y avait comme défi et dire ce que nous avons fait comme résultat et voir aussi qu'est-ce que les partenaires peuvent nous apporter. Et je pense que cela a été vraiment positif par rapport à cette rencontre. Et en tout cas, nous, avec toute la délégation qui avait été là-bas, je pense qu'il n'y a pas eu vraiment un partenaire qui s'était opposé par rapport à ce qui s'est dit. Et il n'y a eu vraiment que des félicitations et des soutiens. Et ce qui veut dire que vraiment tout le monde était satisfait par rapport à cette rencontre. Et voilà. Et je pense que la 4e réunion qui va se tenir à Bamako, et je pense que nous aurons plus le défi que ce qui a été fait par rapport à Lomé. D'accord. Monsieur Koulibaly, il fallait ce soutien au Mali? J'ai dit tout à fait. Comme vous le savez, on sort effectivement d'une période d'incompréhension avec nos voisins et la communauté internationale. Il était important que le Mali, en tout cas, aille donner l'information sur l'évolution de la situation interne et puis le point d'avancement sur les dossiers et les réformes qui ont été fixées par les concertations nationales à la transition. Donc nous disons que vraiment nous rentrons de Lomé très satisfaits de cette rencontre. Alors, merci à vous d'être là. Et voilà, c'est ce qu'on pouvait dire sur cette 3e réunion du groupe de suivi et de soutien à la transition, une réunion tenue à Lomé et qui a permis de faire le point des réformes en cours et préparatifs des élections ou encore la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. Le groupe a réitéré son soutien, vous l'avez entendu tout à l'heure, au Mali et appelé à la solidarité internationale. Nos invités étaient l'ambassadeur Boubacar Biro Diallo, il est directeur Afrique du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Brahima Koulibaly, conseiller technique au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, et M. Bamoussa Koné, directeur national de la planification du développement, ministère de l'économie et des finances. Nous espérons que vous avez eu un intérêt à nous suivre. Merci de votre attention. Passez de très bons moments de télévision en compagnie de ORTM 1. Bonsoir.